Philippe Sands, je vais vous présenter un peu plus longuement. Difficile en effet de vous présenter. Parcours d'avocat, d'écrivain, vous enquêtez sur les crimes, vous révélez des faits, vous combattez l'indifférence, l'oubli, le déni, l'injustice, avec le droit, mais aussi avec la littérature, le cinéma, les podcasts. Et ça, c'est une partie intéressante de votre discussion, puisque comment toucher le grand public sur les histoires dont vous parlez, et c'est une réflexion que vous avez et qui est intéressante. Vous êtes franco-britannique, professeur de droit dans les universités les plus prestigieuses du monde, aujourd'hui notamment à l'University College de Londres. Vous avez plaidé devant la Cour européenne de justice, la Cour pénale internationale, dans les plus grands dossiers, la Yougoslavie, le Rwanda, l'Ukraine. Très récemment encore, au nom de l'autorité palestinienne, l'illégalité de l'occupation israélienne, c'est ce que vous avez plaidé l'an dernier, d'ailleurs avec succès. Vous travaillez aujourd'hui d'ailleurs sur une affaire qui concerne particulièrement la France, l'affaire des tirailleurs sénégalais. Peut-être que vous nous en direz plus tout à l'heure. Vous avez fait des ouvrages de droit dans le passé, et puis, à partir des années 2000, une œuvre littéraire, 2005 et 2008, 2 livres, Lawless World et Torture Team, sur la guerre illégale en Irak et la torture à Guantanamo, Retour à Lemberg en 2017, qui s'appelle East West Street en anglais, La Filière en 2020, et en 2022, La Dernière Colonie, un livre sur l'archipel mauricien des Chagos, dont la population a été déplacée de force par le Royaume-Uni. Et c'est une affaire que vous avez plaidée devant la Cour internationale de justice. On verra un témoignage d'une habitante des Chagos tout à l'heure. Et vous publiez, on en parlera dans les prochains mois, 38 rue de Londres, l'adresse d'un centre de torture à Santiago du Chili, sous la dictature de Pinochet, où on croise Walter Rauff, un responsable nazi qui avait fui au Chili. Et donc, pour échanger avec vous, Scholastique Mukasonga, que je présenterai quand elle arrivera, et puis Agnès de Sarthe, bonjour. Vous êtes écrivaine, traductrice, qui ne s'arrête jamais en réalité quand on regarde. Une œuvre foisonnante. Depuis le début des années 90, vous avez publié des livres qui ont marqué, comme Un secret sans importance, prix du Livre Inter en 96, Dans la nuit brune, prix Renaudot de lycéen en 2010, ou encore Le Château des Rentiers en 2023. Une œuvre aussi de romans à l'école des loisirs pour les plus jeunes, beaucoup de romans. Vous êtes aussi traductrice de Virginia Woolf, de Alice Munro ou de Cynthia Ozick. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est que vous avez traduit aussi La Dernière Colonie, donc le livre de Philippe Sands, en français. D'ailleurs, on va commencer comme ça. C'est intéressant parce que, évidemment, vous vous respectez en tant qu'écrivain, mais aussi vous êtes ami. Et par rapport à la discussion du jour, votre amitié et votre proximité, elle a un sens, puisque l'histoire de vos 2 histoires, mais aussi l'histoire de vos familles et de vos mémoires sont liées. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots chacun ? Bonjour, merci à tous d'être venus nous retrouver aujourd'hui. Merci à Mathieu et au Forum des Images et à Philippe de m'avoir invité. Oui, alors ce n'est plus un secret maintenant, mais on n'a jamais essayé que c'en soit un. On se connaît depuis qu'on est né. Donc ça fait un bout de temps maintenant. Et effectivement, une partie de nos familles ont eu le même destin, puisqu'on est tous les deux issus de juifs d'Europe centrale, de familles juives d'Europe centrale. Et donc une grande partie de nos ancêtres, pas si lointains, ont été assassinés par les nazis. Donc ça fait un lien. Ça fait, mais c'est pas, comment dire, puisque vous avez parlé de la traduction de La Dernière Colonie, c'est, comment dire, c'est un lien entre, oui, peut-être 2 personnes, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, parce que le fait d'avoir une histoire qui commence par la destruction, ça crée aussi un lien avec d'autres personnes qui ont eu à subir ce genre d'événements et de déchirements. Et je me souviens que quand Philippe m'a parlé des Chagos, dont j'avais déjà entendu parler parce qu'il y avait eu un très beau livre qui a été publié aux éditions de l'Olivier il y a bien des années avant. Mais quand il m'a parlé de ça et qu'il m'a montré le témoignage qu'on va voir tout à l'heure de Lisby Élysée, j'ai été bouleversée par ce que cette population avait vécu et cette manie qu'ont les humains de prendre certains autres humains et de les mettre ici, de les déplacer, de les enlever comme si c'était des pions sur un échiquier, de les tuer, de les hacher menus, de les mettre dans un trou, enfin,
cette chose qui se produit et se reproduit sans cesse, ça crée forcément, ça a un impact sur notre imaginaire collectif et ça crée une attention particulière et des craintes particulières. Et peut-être que là aussi, il y a un lien, mais c'est plus général que l'histoire personnelle, je dirais. Philippe, vous voulez dire un mot là-dessus? Non, juste, je vois aussi, je pense qu'il y a Scholastique qui est là, qu'on peut... Scholastique Mukasanga, bonjour. Bienvenue. Installez-vous. Oui, mais juste pour répondre un peu à Agnès, c'est vrai qu'on se connaît. En fait, moi, je te connais plus longtemps que moi. En fait, moi, je te connais toute ta vie. Toi, tu ne me connais pas toute ma vie, parce que je suis un peu plus âgé. Mais nos amis étaient parents. Nos amis étaient amis. Nos parents étaient amis. Nos parents étaient amis. Nos amis étaient parents. Nos parents étaient amis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le passé, surtout de nos mères, on n'en parlait pas de ça. En enfance. Il y avait un silence là-dessus. C'était présent, c'était très présent même, je dirais, mais on ne parlait pas. C'était seulement beaucoup plus tard qu'on s'est mis à parler des silences de nos grands-parents, des silences de nos mères. Et quand on s'est mis à parler, après, on s'est vraiment mis à parler. Et Agnès a évoqué cet aspect. Vous allez voir plus tard le témoignage de Lisby Élysée, cette femme vraiment absolument remarquable qui est une amie maintenant très, très proche, qui était notre témoin principal dans le procès à la Cour internationale de justice à La Haye. Et je me souviens que ce qui m'a vraiment frappé, ça évoque le thème de l'universalité de ces aspects. C'était la première fois que j'ai rencontré Lisby. Elle m'a raconté ce qui s'est passé au Chagos en avril 73. Elle avait 20 ans, elle venait de se marier. Elle était enceinte, mais elle ne le savait pas encore. Elle m'a dit, oui Philippe, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant sur mon île. J'ai vu un blanc. Il n'y avait jamais eu de blanc sur mon île. Et ce blanc vient vers moi. Il me dit, vous partez demain, 24 heures, et vous pouvez prendre avec vous une valise. Et immédiatement que Lisby, qui a maintenant 70 ans, me dit ça, je pense à mon arrière-grand-mère que je n'ai jamais rencontrée, où on lui a dit exactement la même chose. En juillet 42, elle est à Vienne, les Allemands lui disent, vous partez demain, 24 heures, une valise. C'est la même chose. Heureusement que la fin de l'histoire pour Lisby est différente. Elle n'a pas été exterminée, mais elle a quitté son lieu. Alors c'est ces liens entre ces histoires qui me touchent fortement. Et on verra la force de son témoignage tout à l'heure. Scholastique Mukasanga, je vais vous présenter, écrivaine franco-rwandaise. Vous êtes arrivée en France depuis plus de 20 ans et vous avez 30 ans. Voilà. Vous vivez en Normandie, comme vous l'avez dit, et vous avez été exilé au Burundi dès 1973, exilé en effet pour échapper aux menaces qui, dès les années 60, menaces physiques, menaces violentes, menaces sur la vie, pesaient sur les Tutsis. De nombreux membres de votre famille ont été assassinés lors du génocide des Tutsis de 1994, où 1 million de personnes ont été assassinées. Vous avez pris la plume, vous allez nous le dire, il a fallu du temps pour vous, pour écrire, pour trouver la force d'écrire un livre. Vous écriviez des bribes, vous écriviez des choses, mais il a fallu trouver la force d'écrire un livre. 2006, Yenzi ou les cafards, qui décrit, Philippe devant lui, qui décrit la mécanique de la déshumanisation qui conduit au génocide. On suivit de nombreux livres après. Vous avez reçu le prix Renaudot en 2012 pour Notre-Dame du Nil, qui a été adapté au cinéma par Atik Rahimi. On verra un extrait tout à l'heure. Votre dernier livre, Julienne, est paru l'an dernier. C'est la première fois que vous vous rencontrez pour de vrai. Donc on va privilégier ces échanges-là. Alors, notre thème d'aujourd'hui, des récits pour défier l'impunité. Bon, évidemment, on voit de quoi on parle assez simplement en regardant l'actualité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Ukraine, crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Proche-Orient, dont il nous faudra probablement des années pour dresser la liste.
l'impunité de beaucoup de gens, Benyamin Netanyahou, Vladimir Poutine, contre laquelle la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt, dont bien des États, à commencer par la France pour Netanyahou, nous disent qu'ils ne souhaitent pas les respecter. Impunité politique aussi de gens comme Donald Trump, alors bien sûr son allié Elon Musk qui s'ingère dans les affaires européennes sur son réseau social, ou Donald Trump qui aujourd'hui parle de, je cite, nettoyer Gaza de ses habitants. C'est le projet de l'extrême droite israélienne. C'est dans les termes, c'est du nettoyage ethnique, il n'y a pas d'autre mot. L'impunité, c'est aussi ces mémoires de la Shoah dont vous parliez, ou des guerres coloniales et des génocides du passé, mémoires toujours menacées d'évaporation, au fur et à mesure que le temps passe, que les témoins disparaissent. Il y a des mémoires aussi, vous travaillez en ce moment sur les tirailleurs sénégalais, qui sont des récits qui sont tus dans nos pays colonisateurs, comme un secret bien trop gênant qu'il faut mettre sous le tapis. Et ce sont ces mémoires, ces récits, de façon différente dans votre travail que vous explorez. Philippe Sands, déjà une question rapide, on reparlera un peu du droit international à la fin, mais pour rentrer vraiment dans le sujet, est-ce que vous, cette avalanche d'impunité au singulier et au pluriel aujourd'hui dans ce monde, vous décourage, vous en tant que professionnel du droit, vous en tant qu'écrivain? Parce que beaucoup de gens se découragent. Cette semaine, tout le monde s'est découragé en voyant tout ce qui s'est passé dans le monde. Est-ce que ça vous décourage? Bien sûr, il y a des éléments qui sont vachement décourageants. Mais moi, je mets le moment où on est aujourd'hui et les derniers 50 ans dans un contexte beaucoup plus élargi. En fait, très simplement, le monde a changé énormément en 1945 avec l'invention de ces crimes que je décris dans Retour à Lemberg, East West Street, crimes contre l'humanité, génocide, crimes d'agression. Et c'est le premier moment dans l'histoire de l'être humain où le souverain, le président, le roi, la reine sont soumis à des principes de droit au niveau externe, c'est-à-dire le droit international. Jusqu'à ce moment-là, si un État voulait prendre la moitié de sa population et dire on extermine demain, le droit international disait rien. L'État avait le droit de faire tout ça. Alors c'est un changement remarquable. Ce qui s'est passé au Rwanda, si ceci aurait eu lieu comme ça a eu lieu au Namibie en 1909, le droit international ne dit rien, silencieux. Alors c'est un changement révolutionnaire. Et ces changements de ce type prennent du temps. On a des règles contre le meurtre, contre le viol, mais comme on sait très bien en France, ça continue. Et moi je prends mon agenda un peu... Quand j'étais jeune chercheur, et Agnès me connaissait à cette époque à Cambridge aux années 80, j'avais un collègue, un professeur très reconnu de droit, de l'histoire du droit anglais. Professor of History of English Law, Sir John Baker, un mec vraiment adorable qui a maintenant, je ne sais pas, 90 ans, il existe toujours. Et il m'a invité déjeuner de temps en temps. On était ensemble dans le même collège, St. Catherine's. Il me demandait tu travailles sur quoi, Philippe? Mais je racontais un peu sur ce que je travaillais. Il me disait oui, on avait un problème un peu comme ça en droit anglais en 1472. Et on a mis 253 ans pour s'en sortir. Et bon, c'est l'aspect encourageant. C'est que nous sommes sur une voie, mais ça va prendre un peu de temps. Scholastique Mukasonga, je crois que vous aviez envie de parler de ce thème au début de notre discussion, de la question de l'impunité. Comment vous traduisez à travers votre trajectoire et votre œuvre cette question de l'impunité, notre discussion du jour? Comme j'ai toujours dit que j'ai écrit. Je l'ai là, si vous voulez. J'ai écrit avant de parler et je fais confiance à l'écriture. D'ailleurs, je lui dois la vie. Et d'abord, on m'a toujours appris qu'il faut d'abord remercier. C'est vrai. Tellement on est laissé dans l'oubli, mis à l'écart, que si quelqu'un nous donne la parole, il faut savoir dire. La moindre des choses, c'est de dire merci. Je voudrais remercier Muriel Dreyfus. C'est Dreyfus plutôt, excusez-moi. Après, vous allez au Corochet aussi Mukasonga, donc ça va être, voilà, ça va me repêcher. Je voudrais remercier Philippe Sands
qui avait quand même la carte blanche et qui a pensé à ce que j'avais la place aujourd'hui ici devant vous pour parler pour réfléchir sur l'impunité, qui est un sujet assez malheureusement toujours d'actualité. Et je remercie bien sûr Agnès d'avoir accepté d'être ma compagne, de me tenir compagnie dans cette réflexion, et bien entendu notre guide Mathieu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que j'aime bien, j'aime beaucoup. On m'a appris à lire avant de parler. Au sens général du terme, et là je me hasarde beaucoup parce que là, dire ça devant Philippe Sand, je me jette à l'eau. Au sens général du terme, l'impunité peut se définir comme l'absence de sanctions répressives si une personne est cependant considérée comme coupable devant la loi pénale. Or, nul n'est au-dessus des lois. Encore faut-il qu'il y ait une loi. Et c'est là où j'en arrive au Rwanda. Dans le contexte particulier des 30 ans d'impunité qui régnaient au Rwanda de 1960 à 1994, la seule loi était celle qui nie l'humanité de l'homme. L'homme perd son identité qui lui est niée. Il n'a pas droit à la considération de sa vie. Il n'a pas droit à la vie. Qu'il y vive ou qu'il y meure n'a aucune importance. Ses souffrances ne comptent pas, et encore moins sa mort. C'est l'élaboration d'un système qui consiste à dire les personnes appartenant à tel groupe, en l'occurrence les Tutsis, sont moins que des humains. Ils méritent d'être exterminés. Telle a été l'idéologie du génocide. Ainsi, pour s'exonérer de toute responsabilité, pour ne pas avoir à rendre de compte à la justice, il y a d'abord la diabolisation des victimes pour les Juifs, pour justifier la Shoah, et pour les Tutsis, les appeler des cafards, des serpents, pour justifier le Gutsemba-Tsemba, l'extermination. Scholastique Mukasonga, peut-être quand vous parlez, vous pouvez mettre le micro un peu plus près de la bouche, ce serait super. Mais je parlais tellement fort. Non, oui, c'est pour la caméra. On m'a donné la parole. Merci pour ce premier. Oui. Dans vos deux premiers livres particulièrement, mais aussi, en tout cas les livres du début, Ienzi ou les cafards, hein, c'est le livre qu'a Philippe devant les yeux, donc les cafards, la façon dont on nommait les Tutsis et la femme aux pieds nus. Vous dites ces livres, c'est des tombeaux de papier, des linceuls d'écriture, puisque le thème de notre discussion, c'est aussi la littérature et l'impunité. Au début, pour vous, c'est ça, c'est la nécessité de créer des tombeaux d'écriture pour vos proches, pour les gens qui sont morts. Oui. Oui. Ah, vous avez le malheur, c'est le malheur. Hein? Une compatriote a dit, la mort n'a pas voulu de moi. Quand vous avez le malheur d'être survivante, vous êtes dans... C'est universel. Dans une culpabilité extrême. Vous ne savez plus du tout. On peut parler de la vie, mais ce n'est pas la vie. J'aurais aimé. Vous étiez coupable parce que vous vous reprochez d'être survivante. Qu'est-ce que j'avais de plus pour être survivante de toute une famille? Parce que Mathieu, on les a tous tués à Nyamata. Il n'y a pas le peu de petites nièces qu'on a retrouvées longtemps après. Les 3 petites nièces, la petite Nana, à peine 3 ans, qu'on a trouvée dans les villages errants.
Jeanne-Françoise, qui avait l'âge en effet de voir les choses et qui a assimé une corvée, parce qu'on voulait d'abord tuer les garçons. Ça va être très très long, j'ai peur, je vais m'égarer. On voulait tuer les garçons parce qu'au Rwanda, la fameuse ethnie créée, alors parce que tout ça n'avait rien d'ethnie. Je ne veux pas, je pense que vous m'avez peut-être lu, je le dis toujours. C'est un des rares pays africains où il n'y avait pas d'ethnie. C'était une question d'activité économique. Il y avait pas, on était tous des Rwandais, tout simplement. Hutu, c'était parce qu'il cultivait la terre, Tutsi, c'est parce qu'il était éleveur. Et ça changeait. Il y a les Toits aussi qui étaient des chasseurs. Donc, la Jeanne-Françoise, pour revenir sur elle, donc, elle a eu la charge, elle avait 3 frères. Et la petite Rita qui a été rescapée avec elle, les 3 frères, il fallait absolument les amener chaque jour, un à un, chaque jour à la commune pour... Elle devait porter un des frères dans le dos pour l'amener à la commune de Taba. Et elle devait assister au découpage de ses frères. Donc, c'est une jeune femme aujourd'hui qui ne peut pas parler. Elle avait 14 ans, elle a tout vu. Elle n'est pas parler Françoise. Donc, quand vous... Je suis d'une écriture. Le Rwanda est une écriture normalement orale. Tout se racontait. Tout se parlait. L'histoire était transmise oralement. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est cette tradition orale qui m'a permis d'arriver à l'écriture pour conter comme ma mère nous contait justement notre histoire du Rwanda. Dans ce ghetto de Nyamata, où on n'était plus au Rwanda, mais où les mères ont voulu et les pères, comme ils ont pu, nous faire vivre notre Rwanda, nous raconter le Rwanda. Parce qu'on n'est jamais... on n'est jamais désespéré profondément, on se dit qu'il y aura toujours un enfant qui va échapper. Et c'est le cas de moi. Alors, quand j'ai vu le génocide, et que je n'étais pas survivante par hasard, Mathieu, j'étais survivante parce que ça a été le choix de mes parents en 1973 de dire Scholastique a eu la chance exceptionnelle parce qu'il y avait le système de quotas. Non seulement on nous a jetés à Nyamata, qui n'était pas le Rwanda, de l'autre côté de la Nyabarongo, où on a jeté beaucoup de Tutsis dans la Nyabarongo, soi-disant pour les ramener chez eux en Égypte d'où ils viennent, donc qui paraît-il rejoindre le Nil. J'ai fait partie exceptionnellement des quotas, d'où l'écriture d'ailleurs de Notre-Dame du Nil. J'ai appris le français. Le français m'a sauvé, Mathieu. Je suis fière d'être francophone. Donc, les parents ont dit, quand on nous a chassés, quand on nous a pourchassés en 1973, ce qui avait pu justement faire partie des 10% de quotas, en 1973, on a la première république de Kaïbanda dit on s'est trompé. Ça, c'est une invention des Belges, les derniers colonisateurs. Non, ils n'ont pas droit au savoir. Il faut les pourchasser, il faut les tuer. Mon voisin, Régis, un jeune qui avait mon âge, 15-16 ans, il était au petit séminaire, on lui a coupé la tête. Ses camarades ont joué avec sa tête au ballon. Donc, les parents disent, tu as appris le français. Tu as donc un passeport international. Tu ne vas pas mourir. Parce que là, en 1973, on a vu vraiment les signes avant-coureurs de l'extermination totale. Avant, c'était des massacres à répétition par thème. Et en Inuit, ils ont dit, et avec mon frère André, qui avait lui aussi fait partie des quotas. On est parti en Inuit. Et puis alors, quand j'ai appris le génocide, ça dirait quand même 73 jusqu'à 94.
Entre-temps, j'ai roulé ma bosse, je suis allée au Burundi, j'ai passé mon diplôme d'assistante sociale, je suis arrivée en France en 92, j'ai refait le diplôme à la couleur du pays, parce que le diplôme du Burundi c'était pas beau à présenter. Et entre-temps, je vivais dans la nostalgie et dans la douleur de ne pas voir ma famille. Mais en même temps, la mission qui était la mienne et que je saurais la mémoire, au quotidien, je n'y pensais plus. Et quand ça vous arrive, là, je me rappelle, j'étais à l'IFTS, à l'Institut de formation des travailleurs sociaux à Hérouville-Saint-Clair. Je n'arrivais plus du tout à monter les escaliers pour aller dans la salle de classe, au premier étage. Et j'ai dit, je suis la mémoire et je vais la perdre. Il faut faire vite. Je ne peux pas raconter le génocide. Qui va m'écouter et qui va comprendre? Donc j'ai dit, je suis la conteuse comme ma mère. Je me mets dans la peau de ma mère. Je vais compter, mais une conteuse par écrit. Et c'est comme ça. J'ai sauvé, c'était le seul livre unique que je me devais d'écrire, Inyenzi ou les cafards. Et je ne dormais pas, Mathieu. Le sommeil, c'était mon ennemi, c'était un danger. De toute façon, j'avais des cauchemars, les machettes me poursuivaient, je n'avais pas à dormir. Donc, Inyenzi, c'est le livre que j'ai écrit le plus longtemps. Depuis le 7 avril 1994, au moment où j'apprends le génocide par la télé comme tout le monde. Seulement, je n'écrivais pas dans l'intention de publier. Je sauvais la mémoire. Je ne savais même pas écrire. Je ne savais pas comment on écrivait des livres. Donc, après, je vous passe la parole. Merci, Scholastique. C'était un moment très fort, je crois, pour tout le monde. On va regarder un extrait de Notre-Dame du Nil, mais Philippe et Agnès, je vous ai vu écouter avec très attentivement, évidemment. Comment ça fait écho pour vous, ce que vient de nous dire Scholastique? Qu'est-ce qui vous a touché, frappé, et en relation avec vos œuvres et votre travail? C'est très fort. Parce que on peut tutoyer en style anglais, ça va? Oui. Ok, très bien, parce que on a vraiment du mal à vous. On a vraiment du mal à vous voyer en Angleterre. Et c'est plus relax pour moi. Alors, je t'écoutais et je pensais à mon grand-père. C'est ça, je pensais à ça, c'est exactement la même chose. Mon grand-père qui arrive à Paris, qui se trouve dans une situation où il a perdu presque tout le monde. Et c'est la même chose. Mais pour lui, c'était la voie du silence. On n'en parlait pas. Moi, le plus grand regret que j'ai dans ma vie, mon grand-père a vécu jusqu'à 97, je l'ai connu très bien, Agnès aussi l'a connu. Je ne lui ai jamais posé la question, ta maman, elle était comment? Et je ne pouvais pas lui poser la question, parce que ça faisait tellement mal que moi, mon frère, et toi, tu avais peut-être un peu les mêmes, je ne sais pas, pour nous, c'était comme ça. On parlait pas de ça. Et moi, j'arrive simplement à l'âge de 50 ans, je fais tout ce travail dans le domaine des droits de l'homme, génocide, crimes contre l'humanité. J'ai travaillé dans les procès de Rwanda. Mais je ne connaissais pas toutes les histoires précises, comme vous avez décrit dans ton livre, parce que dans ma famille, on n'en parlait pas. Et c'était la façon de survivre, c'était de ne pas parler. Agnès de Sarthe, c'est exactement ce que... Il y a des phrases dans le Château des Rentiers, il y a une phrase qui dit exactement, enfin il y en a plusieurs, qui dit exactement ce que Philippe vient de dire. Que c'est une histoire racontée par des muets à des sourds. Vous avez dit ça aux Inrocks, la Shoah, pour moi, c'est une histoire racontée par des muets à des sourds. Ouais. Mais ce qui est frappant, c'est que, et c'est pas un hasard, hein, c'est que on retrouve des termes complètement identiques d'un génocide à l'autre. Par exemple, le fait de disqualifier les gens qu'on va tuer en tant qu'humains, c'est-à-dire de les appeler des cafards
ou de les appeler des shtuks, des morceaux, de la vermine. Enfin, ça commence comme ça aussi dans les années 30 et même avant. Il y a d'abord un long travail de déshumanisation. J'arrive même pas à le dire en fait. Arrêter que quelqu'un soit un humain. Donc ça, c'est le premier travail qui précède le génocide, c'est-à-dire décider qu'il y a une partie de la population qui n'est pas humaine. Parce que sinon, en vérité, c'est pas si facile de tuer quelqu'un. Mais si ce quelqu'un n'est plus un humain, là, ça devient beaucoup plus facile. Et là, on trouve une constante. Et ce qui fait aussi qu'on trouve cette constante. Là aussi, je reconnais tout à fait, le fait de couper une tête et jouer au football avec, c'est quelque chose qui a été très pratiqué dans les camps d'extermination. Et ce n'était pas une des seules pratiques sportives horrifiantes, c'était une parmi d'autres. Et au Rwanda aussi, c'était une parmi d'autres. Et ça aussi, pouvoir faire ce geste, ça veut dire qu'il y a eu au départ un long travail de déshumanisation. Et quand je parle d'une histoire racontée par des muets à des sourds, là encore, Scholastique parlait de Françoise qui a perdu l'usage de qui ne peut pas parler. Non, elle ne peut pas. Et c'est bon, voilà. Et après, là aussi, il y a cette constante-là. Après un génocide, il y a le mutisme. Et il y a aussi le fait que quand on s'adresse à des personnes, donc on ne peut pas en parler, donc raconté par des muets, et à des sourds. Pourquoi ? Parce que, en fait, qui peut entendre ça ? Qui a envie d'entendre une histoire pareille ? Quand on a... Scholastique parle du conte, le fait de se mettre, pour pouvoir raconter cette histoire, se mettre dans la peau de sa mère pour pouvoir raconter. Et ça, c'est une forme d'apprivoisement de l'horreur et du langage et de réappropriation de la parole par en empruntant un véhicule qui est millénaire, qui est quelque chose qu'on a toujours pratiqué et qui est cette façon de réunir les gens pour leur parler, mais avec cette espèce, dans le conte, il y a plein de principes. Il y a l'être ensemble, il y a la douceur, il y a arriver à créer une certaine atmosphère, emmener, et ça on le retrouve beaucoup dans tous les livres de Scholastique, cette façon d'emmener le lecteur et de le prendre par la main et de ne pas le lâcher. Mais tout ça, c'est pour que la personne en face, le lecteur ou l'auditeur, ne se fasse pas sourd à la parole. Donc il y a tout un apprivoisement aussi de l'auditoire. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans tout ce qui est récit à propos des génocides, donc que ce soit le génocide rwandais ou le génocide de la Shoah ou d'autres encore, c'est qu'on se heurte à quelque chose que Ruth Kluger a écrit un livre génial qui s'appelle « Refus de témoigner ». Et dans lequel elle parle d'un mur cognitif qui se dresse dès qu'on commence à raconter ces histoires. La personne en face fait mais en fait, ça s'arrête, en fait, ça rebondit. La parole rebondit sur ce mur cognitif qui se dresse pour protéger l'auditeur qui n'a pas envie d'entendre des histoires on joue avec la tête de quelqu'un, on prend les bébés à l'intérieur des ventres des mères qu'on a ouverts et on les lance en l'air parce que c'est rigolo. Qui a envie d'entendre ça ? Donc il y a ce mur cognitif qui se dresse, et l'écriture, puisqu'il est aussi question de littérature, a cette espèce de fonction très complexe d'arriver à repriser comme on réparerait un vêtement, là où ça a été déchiré, c'est-à-dire là où il y a eu toi t'es un humain, toi t'es pas un humain, il y a eu ce déchirement préalable, et en fait ce qu'il va falloir c'est recoudre ces deux parties ensemble. Et ça, la littérature tente de le faire, elle y parvient. Moi, je crois vraiment qu'elle y parvient, pas toujours, mais elle y parvient parfois. Et quand ça se passe, là, les muets parlent et les sourds se mettent à entendre. Allez, on va... Si je peux ajouter, Mathieu, en écoutant Philippe et Agnès, c'est vrai que moi, je suis le témoin direct, c'est un vécu direct. C'est tout ce que j'ai connu. Ça m'est tombé dessus à 3 ans, comme je le dis dans Inyenzi, c'est tout ce que j'ai connu. Dès que j'ouvrais les yeux, c'est que ça, c'est que la brutalité, la haine, et ce que j'ai pu entendre en apprenant à entendre,
ça je reviens sur ce que disait Agnès, le conditionnement des gens, le fait de les coincer dans un statut non humain. Et au bout du compte, il y a l'acceptation. À force, à Nyamata, nous avons été les premiers à avoir l'honneur d'être appelés des cafards. Et moi, en grandissant, on était des cafards. On nous le répétait tellement qu'à la fin, et surtout, ça a été massif quand je suis arrivée au lycée Notre-Dame des Citeaux, là où je n'étais plus avec les miens, parce que comme on était tous des cafards à Nyamata, j'allais dire même entre guillemets que ça devenait banal, on était des cafards. Mais une fois au lycée Notre-Dame des Citeaux, je me rendais compte quand même que j'étais un cafard et que j'étais la bête immonde. Et donc, à la fin, je pouvais franchement, c'est ça, je me rappelle quand on rentrait du lycée Notre-Dame des Citeaux, parce que tout se faisait à cette époque, c'est les années 70, où tout se faisait à pied. On courait, on était des Marie-Josée Pérec. On quittait Kigali à 40, on devait rentrer en après-midi, on devait rentrer dans nos villages à 40-45 km, on courait. Mais arrivé au barrage d'Oranyabarongo, donc la séparation entre le Rwanda et Nyamata, qui n'est plus le Rwanda, stop le barrage. Et là, c'était absolument le travail de nous mettre dans la peau que nous sommes des cafards. Regardez-vous. Vous n'avez rien d'humain. Et à la fin, quand on arrivait, on avait envie pour en finir, de dire, nous sommes des cafards. Parce que c'était rentré dans la tête. À la fin, au fait, bien sûr qu'on a continué à résister. Mais il y avait le fait que à force, on était absolument des cafards. Et on avait le droit de nous maltraiter. On avait le droit de nous tuer. Et c'est comme ça que les gens ont été très surpris de voir que pendant le génocide, même les enfants ne pleuraient pas. Antoine et mon frère aîné avaient 7 enfants. Et on les a tués en arrêt parce qu'on s'arrangeait pour tuer d'abord les enfants devant les parents avant de tuer les parents. On commençait par le plus petit. Mais on ne pleurait pas. Donc il y avait l'acceptation. L'acceptation dans les deux sens, Mathieu. Dans ceux qui sont justement condamnés à mourir, qui ne sont plus des humains, qui sont tous des serpents. Et dans ceux qui devaient vous tuer, je crois que quelquefois, quelques-uns ici, vous avez vu des documentaires où on interpelle un génocidaire, où il dit, vous avez tué vos voisins, vous avez tué les gens avec qui vous partagiez tout au quotidien. Je n'ai pas tué un humain. On m'a dit qu'il y avait des serpents, je suis allé donner un coup de main. Dans la réalité aussi, ce n'est pas pour, comment je dirais, justifier ou alors minimiser quoi que ce soit, ils sont coupables. Mais enfin, à la fin aussi, ils étaient partis très loin et ils ne voyaient plus le voisin comme un humain, ils le voyaient comme un cafard. Alors on va justement regarder peut-être l'extrait, vous parlez de Notre-Dame de Citeaux. C'est Notre-Dame du Nil dans votre roman, Prix Renaudot en 2012, ce pensionnat religieux où les filles Tutsis sont très largement minoritaires et humiliées, qui a été adapté au cinéma en 2019. Comme nous sommes aussi dans un endroit de cinéma, on va regarder cet extrait. Vous mangez pas? On doit attendre. Pourquoi? C'est Gloriosa. Elle ne veut plus ouvrir la bouche devant les Tutsis. Prenez sa place.
Modesta? Modesta, qu'est-ce que tu fais? Modesta, dis-moi ce qui s'est vraiment passé sur la colline. Je ne comprends pas pourquoi tu te laisses faire de cette manière par Gloriosa. Il a honte même. Il la cache. Mais qui ça? Ma mère. Hutu, Tutsi, Hutu. Moi, je comprends pas. C'est faux. Papa a menti. Maman n'est pas Tutsi. Non. Moi, je parle encore. Modesta, secret. s'il te plaît. Tu dois me dire ce qui s'est passé. Tutsi, non. Seulement ma maman. Modesta, tu dois me dire ce qui s'est passé sur la colline. Modesta, s'il te plaît. Je vis le diable. Ma mère, je suis sûre que Gloriosa ment. Il n'y a jamais eu d'attaque, ni de brigands Tutsi. Je vous en supplie, ma mère, allez parler à Modesta. Depuis, elle n'est plus la même. Elle cache quelque chose. Sois patiente, Virginia. Tu es une fille talentueuse, mais intelligente. Ne te mêle pas de ce genre d'affaires. Mais ma mère... Ça suffit, Virginia. Virginia, il te reste quelques semaines pour obtenir ton diplôme. Ne cache pas ta vie. Vous voulez dire un mot scolastique sur ces extraits? Et après, j'ai une question pour Philippe et Agnès. Notre-Dame du Nil, c'est un roman. C'est mon premier roman. C'est comme Julienne. Le dernier roman. Le dernier roman. Mais je n'avais pas... C'était tellement... très lourd, très personnel, très douloureux que je ne pouvais pas l'écrire sous la forme autobiographique comme Inyenzi ou comme La femme au piano. Inyenzi, c'était partagé par tout le monde. C'était la douleur partagée. Notre-Dame du Nil, j'étais absolument... C'est quand je suis allée parler de Notre-Dame du Nil, moi, mon premier interview sur ce livre, ça a été à France 2, que je me suis rendu compte que, mine de rien, j'ai créé des personnages, je ne pouvais pas l'écrire en tant que scolastique, en tant que jeu. Il fallait que ce soit des personnages de fiction, que je les vois en face de moi, que je répète mon histoire, mais ce n'est pas mon histoire. Et je me suis rendu compte que j'étais Virginia. Et que bien sûr qu'il y a, comme c'est une fiction, comme c'est un roman, c'est ça l'avantage de dire roman, ça me permet d'élargir un peu l'imaginaire. Je crois que c'est Agnès qui dit dans le fiancé, l'éternel fiancé, elle dit, ou alors dans le château des Rentiers, en tout cas, vous dites, j'avais des souvenirs, mais quelquefois, j'avais tellement de souvenirs que quelquefois, j'inventais des souvenirs aussi. Ça arrivait. C'est ça la liberté de la littérature. Ce qui est fiction, c'est Modesta, si vous voulez. Mais ce qu'il y a dans le réfectoire, d'être humilié, c'est quelque chose que j'ai vécu au quotidien. Je mangeais, on m'a passé le dernier plat, souvent dans le plat, il n'y avait rien. L'autre fiction, c'est Immaculée. Parce que je voulais que ce soit aussi un roman d'espoir. Et je l'écris dans les années 73, hein. C'est daté, mais en même temps, je l'écris en 2012. Donc, c'est-à-dire que le génocide a eu lieu, nous avons passé par la réconciliation, et moi, j'anticipe avec justement la liberté de la fiction, du roman,
pour recréer la réconciliation et pour mettre le personnage d'Immaculée qui va sauver Virginia. Agnès de Sarthe, et après Philippe, on va voir l'extrait de Mon héritage nazi. Mais Agnès de Sarthe, vous, comment ça fait écho à la façon dont vous écrivez? Puisque en fait, Scholastique raconte, même avec cette mise à distance, beaucoup de choses extrêmement précises de sa vie et de la vie de sa famille. Vous, ce sont des bribes, ce sont des souvenirs, comme le dit Scholastique, dont on n'est plus très sûr que ce soit de vrais souvenirs. Comment vous tissez ça dans le récit? En fait, je suis plutôt autrice de romans. J'invente des histoires qui ont l'air de ne pas me concerner du tout. Et de temps en temps, dans ma vie, il y a des comment on pourrait appeler ça, des événements autobiographiques, mais je ne les ai pas prémédités. À chaque fois qu'ils sont arrivés, c'était des hasards, parce que je ne me sens pas du tout l'autorisation de parler de moi et de parler de mon histoire. Je trouve ça très, je ne sais pas comment dire, impudent. Avec Philippe alors. Et donc les 2 fois où c'est arrivé. Alors c'est arrivé une première fois avec un livre qui s'appelle Le Remplaçant, mais c'était une commande de mon éditeur qui m'avait demandé. Il faisait une collection et le principe de la collection, c'est parle-moi de ton héros préféré. Et j'avais choisi pour héros Janusz Korczak, qui est un grand pédagogue polonais et qui a dirigé l'orphelinat du ghetto de Varsovie. Et en parlant de ce pédagogue, de cet être exceptionnel, je me suis mise à dévier, mais sans faire exprès et sans l'avoir prévu, sur la figure de mon grand-père maternel. Et je me suis mise à faire son portrait. Et en faisant son portrait, je suis intervenue dans le récit avec le jeu, ce J-E, auquel j'ose pas toucher, qui est un peu. Mais voilà, c'était arrivé, l'événement autobiographique était là, et j'avais pas fait exprès, donc c'était possible. Après, il y a eu dans le château des Rentiers, en fait, je pensais pas du tout que ça allait prendre cette direction. J'étais juste partie sur un projet utopiste de fabriquer un phalanstère pour mes vieux jours avec tous mes amis, et d'imaginer que la vieillesse allait être géniale parce qu'on allait tous vivre ensemble et que même mourir, ça allait être merveilleux. Voilà, c'était une façon pour moi de pouvoir aborder les années qui se présentent devant moi avec optimisme et joie. Et les fantômes ont ressurgi. Et voilà. Et se présentaient à la porte du livre, se sont présentés ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-mère que j'ai pas connue. Enfin, tout un tas de gens voulaient entrer dans le livre. Alors j'ai dit, venez. Mais c'est eux qui ont voulu entrer. Donc voilà, je vois très bien ce que veut dire Scholastique par rapport à cette chose de comment est-ce qu'on veut mettre à distance et comment cette distance, tout à coup, c'est comme un effet comme si on prenait des jumelles à l'envers, on le regarde de très loin et tout à coup, on se voit en gros plan, quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Alors, justement, parler de soi, on va voir cet extrait de film, Mon héritage nazi, puisque vous êtes dans ce film. Juste avant de rentrer là-dedans, parce que là aussi, il y a plein d'aspects qui sont vraiment intéressants. Relation entre fiction et non-fiction. Moi, j'écris jusqu'à là le non-fiction. Mais je lis beaucoup de fiction. Et je suis très intéressé par cette ligne entre les deux. Un de mes écrivains que j'admire beaucoup, c'est l'espagnol Javier Cercas, qui prend souvent un événement qui est vrai, Soldats de Salamis, des imposteurs, et après il invente des choses. Et je me souviens, en écrivant Retour à Lemberg, il y avait un certain moment où j'ai dit à mon éditrice à New York, j'aimerais écrire sur une rencontre entre l'Autopact, l'inventeur de crimes contre l'humanité, protection de l'individu, et Lemkin, inventeur du terme génocide. Ils se sont jamais rencontrés. Et j'aimerais imaginer qu'ils se rencontrent. Ils vivaient à 2 rues. Ils vivaient à 2-3 rues d'écart. Ils vivaient à 2-3 rues, ils n'étaient jamais ensemble. C'est incroyable, ces 2 hommes. Et mon éditrice m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Dans ton livre de non-fiction, tu ne peux pas permettre de faire ça, parce que le moment où tu inventes quelque chose, tu traverses une ligne,
Et les gens ne vont plus jamais croire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas étanche, hein? Non. Alors, dans le prochain livre, qui va paraître en anglais, en allemand, en espagnol au mois d'avril, et en français au mois de juillet, mois d'août, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai introduit de la fiction dans l'histoire de Pinochet et Walter Rauff par la voix des écrits des autres. Alors, en fait, c'est du non-fiction parce que c'est un livre, ça existe, le livre de Bruce Chatwin en Patagonie, qui parle de Pinochet et de Walter Rauff, et 2 romans par l'écrivain chilien Roberto Bolaño, qui parle des relations entre Rauff et Pinochet, mais complètement inventés, apparemment, dans les livres. Alors j'introduis la fiction par la voie du non-fiction, mais ce qui est remarquable, c'est qu'en poursuivant mes investigations, je découvre que les romans de Roberto Bolaño sont fondés dans la vérité. C'est remarquable. Et je vais encore plus loin. J'introduis la poésie de Pablo Neruda, qui écrit un article en 1965 parlant de ce nazi au Chili. Et incroyablement, Neruda le poète prévoit ce qui va se passer en 1973, 8 ans plus tard. Alors, je suis fasciné par ce lien entre fiction et non-fiction, et surtout la façon dans laquelle le roman, le poète, peut créer une perception de réalité qui devient en fait la réalité. Alors pour moi, il n'y a pas de ligne. On connaît tous ces films, Rashomon, Cours, Lola, Cours, où on voit le même moment de 3 perspectives différentes. Et c'est comme si c'était 3 histoires différentes, mais en fait, c'est la même histoire. Et quand on est dans un tribunal et on entend 2 témoins qui ont vu la même chose, mais qui racontent une histoire complètement différente ou une interprétation complètement différente, on se dit, c'est quoi la réalité? C'est quoi la vérité? Est-ce qu'il y a vraiment une ligne entre ces livres qui sont fiction et non-fiction? Je pose la question. Et la question de la vérité, elle est au cœur justement de ce film qu'on pourra voir dans le cadre de votre cycle Mon héritage nazi, puisque on va voir un extrait là, film de 2015 de David Evans, où donc avec 2 fils de hauts responsables nazis, Hans Frank et Otto von Wächter, donc leurs enfants c'est Niklas et Horst, vous partez en Pologne et en Ukraine, là où leurs pères ont ordonné les exterminations de masse, là où votre propre famille a été tuée par leur père en réalité, et évidemment les 2 personnages, fils de nazis, n'ont pas du tout la même perception de qui était leur père. Là, on va regarder Niklas. Il est avec vous dans le château de Wawel en Pologne. Vous êtes devant un célèbre tableau de Léonard de Vinci que son père, responsable gouverneur nazi de Galicie, donc de la ville de Lviv, c'est Lemberg, c'est Lviv, l'actuel Lviv en Ukraine. Il avait confisqué, son père, ce tableau nazi. Voilà ce que Niklas en dit avec vous devant ce tableau. As if it was Hans Frank's own possession. Huh? Unbelievable. I'm really happy that this painting has survived and is back where it belongs to. Leonardo da Vinci's portrait of Cecilia Gallerani was one of the most famous paintings in the world. Hans Frank took it from a Polish museum created by the Czartoryski family and kept it with him throughout the war. Do you remember that? Yes, that I remember, because I thought this is a rat. Ermine. Ermine. It's the lady with ermine. And the painter, Leonardo da Vinci, described it as a painting that should instill in any person who looked at it feelings of love. Not to my father. On a stolen castle in a stolen country, it makes me really angry. And there's no sense of pride on your part that in some way
it could be said that your father's actions did protect this work? No. I could not forgive him. He was brought up as a Catholic and he studied law in the Weimar democracy. So he knew by heart what is right, what is wrong. And he went on till to the gallows. Because I think he was too much of a coward. He knew that he is committing crimes and he never had the bravery to say, okay, Mr. Hitler, that's it. Alors la potence, parce que Hans Frank a été jugé et pendu à Nuremberg. Bon, ce film, il est fascinant, vraiment, je vous encourage à le voir demain, je le redis, mais on parlait tout à l'heure, Agnès nous parlait de ça aussi, d'une certaine façon, de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, de ce qui disparaît, et c'est fascinant parce que dans le film, Horst, le deuxième fils, pas lui, l'autre, c'est très troublant en fait. Il y a des moments dans le film, on ne va pas spoiler, mais enfin quand même, il y a des moments où on se demande qui est exactement Horst et qu'est-ce qu'il a dans la tête et comment il considère son père. Il refuse de condamner finalement les actes de son père. Et ça ne s'applique pas juste à ces deux personnes. Ça s'applique aussi à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce silence, ce mur du silence dont parlait Agnès, c'est-à-dire les histoires. C'est pas certains les racontent pas, c'est qu'aussi on veut pas les entendre parfois. C'est un film sur le déni en fait des crimes de guerre à travers l'histoire. C'est pas juste un film sur le nazisme ce que vous faites. Non mais c'est fascinant d'être ici dans cette conversation. Je suis allé à Rwanda pour la première fois il y a 2 mois. Je suis allé à Kigali pour faire des choses avec ce film et le livre Retour à Lemberg. Et les liens entre l'histoire qu'a connue ma mère, mon grand-père, bien sûr pas moi, mais pas directement, c'était très très touchant. Et Niklas avait 4 frères et sœurs. Et parmi les 5 enfants, il était le seul à reconnaître ce qu'avait fait son père. Les 4 autres étaient dans un déni total. Et quand j'étais au Rwanda, là, au mois d'octobre, on a parlé avec beaucoup de gens. Et ce n'est pas un grand pays, tout le monde est touché par ce qui s'est passé. On rencontre personne qui n'est pas touché d'un côté ou de l'autre côté. Et pas mal de gens m'ont dit, les gens qui ne veulent pas parler de ce qui s'est passé, dans la campagne, mais en ville aussi, on comprend qu'ils sont touchés d'un certain côté. Et ce que j'ai pris de cette expérience de voyager au Rwanda, c'était seulement pour 5 jours, c'était pas très long, mais on a rencontré pas mal de gens. Et avec la rencontre de ces 2 fils, Frank et Werther, c'est qu'il y a une capacité de déni, même présentée avec des témoignages, de la documentation, des histoires. Les enfants, les petits-enfants ne veulent pas croire ce qui s'est passé. C'est la même chose dans l'ex-Yougoslavie, ça sera la même chose en Israël, au Gaza, ça sera la même chose en Ukraine, en Russie, c'est partout la même chose. Si on ne veut pas voir quelque chose, on ne le voit pas. Est-ce que là, je rajoute une question que je n'avais pas du tout prévue, mais est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup de gens ont dit que Gaza, c'était des crimes de guerre ou voire un génocide, le mot est évoqué, en direct. Cette question du direct, est-ce que pour vous, justement, la disponibilité des images en temps réel change cette discussion? Est-ce que le déni reste aussi fort, malgré la présence de ces images? Ça évoque une question un peu différente. Et là, on rentre dans le domaine de la distinction dans la perception du grand public intelligent sur ce que veut dire certains mots et la définition juridique. Alors, mes amis ukrainiens, et j'en ai beaucoup, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Ukraine, veulent absolument que je dise publiquement que ce qui se passe
en Ukraine, c'est un génocide. Et je ne le dis pas. Pas parce que je ne vois pas des crimes. Sûrement, dans la catégorie juridique, il y a crime de guerre, il y a crime contre l'humanité. Mais génocide n'a pas pris dans le sens conventionnel du traité de 1948, comme elle a été appliquée par les juges devant les tribunaux internationaux, le même sens qu'avait voulu Raphaël Lemkin en inventant ce mot. Petit à petit, entre 1944 et de nos jours, les États et les juges internationaux ont créé un barreau qui va de plus en plus haut pour prouver le génocide. Et donc, c'est très difficile de prouver le génocide en droit. Si le génocide veut dire la tuerie d'un grand nombre de personnes, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un génocide. Ce qui s'est passé depuis, c'est un génocide. Le problème, mon problème, c'est que j'ai deux chapeaux. Je suis un être humain et je vois ces choses en large, comme le grand public, mais je suis aussi juriste et je comprends que devant les tribunaux internationaux, de prouver cette intention spéciale pour prouver le génocide qui a été établi à Srebrenica en ex-Yougoslavie, mais pas au Vukovar et pas ailleurs en Bosnie. C'est très bizarre. C'était les mêmes choses qui ont eu lieu et les juges internationaux ont dit oui, là c'est un génocide, mais là c'est pas un génocide. Et la conséquence de ce mot, d'utiliser ce mot, est énorme. Parce que le grand public pense que le génocide, c'est le crime des crimes. Pour moi, ce n'est pas le crime des crimes. Crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Si on tue 100 000 personnes, que ce soit crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, je m'en fous complètement. Par exemple, je peux vous expliquer, en Angleterre, on a chaque année, comme dans plusieurs lieux dans le monde, une reconnaissance du journée du Shoah, International Holocaust Memorial Day. Mais en Angleterre, ils prennent ce moment pour marquer aussi autres actes de horreur. Et je suis sur la comité consultatif pour ça. Et j'ai posé la question, comment est-ce que vous choisissez les autres actes d'horreur? Parce qu'il y a tellement de choses dans le monde qui sont épouvantables. Comment vous choisissez? Ils m'ont dit, ah oui, c'est très simple, on a une formule qui nous a été donnée par le Foreign Office, le Quai d'Orsay. Dès qu'on dit ça, on comprend très bien qu'il va y avoir un problème. Ils disent, oui, première condition, ça doit être après 45. Parce que ces mots ont été inventés, ces crimes, seulement en 45. Alors, si c'est avant 45, on ne touche pas. Très bien pour les Britanniques. Colonialisme, l'esclavage, on n'a pas besoin de parler de tout ça. Ça arrange beaucoup de monde. Ça arrange les grandes puissances. Beaucoup de monde, comme en France aussi. Ouais, bien sûr. Deuxième condition, un tribunal international a dû siéger et donner un jugement qui dit ceci est un génocide. Et si on dit pas, s'il n'y a pas de jugement international qui dit c'est un génocide, on passe en silence. Alors j'ai dit, j'essaie de comprendre. Vous allez donc reconnaître la tuerie de 8000 hommes à Srebrenica, mais vous allez passer en silence sur la tuerie de 3 millions d'êtres humains au même moment au Congo démocratique? Oui. Et ça sert à quoi? Pourquoi on met sur un pédestal ces 8000 personnes, pour qui c'est atroce ce qui s'est passé, mais on passe en silence pour les 3 millions? Ça sert à quoi? Agnès de Sarthe, vous voulez réagir à ça? Non. Ok, on va passer du coup, comme il nous reste un quart d'heure avant les questions, peut-être qu'on mettra l'extrait que vous aviez choisi tout à l'heure après, s'il y a des questions qui s'adressent à vous, mais on va regarder justement, on va parler de cette question des Chagos, puisque ça fait partie des affaires que vous avez plaidées devant la Cour de justice internationale. C'était en 2018 et Scholastic, elle a lu ce livre et Agnès l'a traduit et elle nous a dit pourquoi tout à l'heure c'était un livre important pour elle. Donc devant cette cour, vous avez présenté le témoignage de Lisby Élysée. Et donc on va l'écouter dans la longueur. Regardez bien,
jusqu'à la fin, parce qu'il y a une force dans ce témoignage, notamment à la fin. Je m'appelle Lisby Élisée. Je suis née le 24 juillet 1953 dans Pérouse-Banus. Mon papa né dans Sicile, mon maman né dans Pérouse-Banus. Mon grande famille aussi est née là-bas. Je fais partie de la délégation mauricienne. Je peux raconter toutes mes souffrances depuis que je me déraciné le île Paradis. Nous sommes contents que la Cour internationale peut accueillir nous aujourd'hui. Et nous sommes confiants que nous pourrons retourner dans nos îles, que tout le monde prend naissance. Dans sa gosse, tout le monde est dans ce travail, est dans sa famille, est dans sa culture. Mais nous mangeons tout ce qui est frais. Bateau qui est sorti depuis Maurice, tu amènes tous nos bonnes marchandises. Nous gagnons nos rations, nous gagnons tout ce qui est nécessaire. Nous pas manquons rien. Dans sa gosse, tout le monde qui vit une bonne la vie. Mais un jour, l'administrateur qui finit dire nous, qui nous peut bien quitter nos îles, quitte tout nous la case, nous aller. Tout le monde pas peu content. Je suis en colère. Qui fait il dit à nous bien aller. Mais nous pas tenir à soi. Pas nous laisser nous connaître qui fait. Jusqu'à aujourd'hui nous pas connaître qui fait nous peut bien aller. Mais après bateau qui tu peux amener manger, fin arrête venir. Non rien nous pas tenir pour manger. Aucune médecine, aucune rien. Nous passe bien misère. Mais après un bateau qui vient appelle notre verre. L'administrateur qui nous dit à nous, qui nous besoin embarquer, qui tous nos bagages, qui tout ça qui nous est là, pour 10 nous laisse nous aller. Et ça, ben du monde qui bien en colère qui fait ça. Et quand fait ça dans le noir. Nous embarquer dans le noir pour nous pas trouver nos îles. Et quand nous finissons embarquer dans ce bateau là, avec mauvaises conditions. Nous sommes un ban d'animaux, un ban d'esclaves de ce bateau-là. Ban de monde qui type mort à la sagrin de ce bateau-là. Et moi, à l'époque-là, je suis enceinte 4 mois. Le bateau-là prend 4 jours pour y arriver, Maurice. Mais quand il est arrivé, moi, mes enfants finissent et ils finissent morts. Je dis à qui faire mes enfants finissent morts parce qu'ils m'ont traumatisé de ce bateau-là. Moi, il y a beaucoup de tracas, m'ont bouleversé. À cause de ça, même qui quand mes enfants finissent, ils morts. Moi, je dis, nous ne devons pas perdre l'espoir. Nous devons imaginer qu'un jour, nous pourrons tourner dans la terre que nous sommes. Moléké a peu souffert et Moléké a encore attaché avec nos îles que nous sommes. Mais personne qui n'est pas content, qui est dans cette île que nous sommes, pour déraciner comme un ban animaux. Et ça fait aller qui a fait mal. Et moi, je dis, la justice bizarre faire. Et mon bizarre retourne dans mes îles. Que de mener. Est-ce qu'il ou quoi, pas faire aller qui a fait mal, quand on dit, on déraciner les îles, comme un animaux, pas peut connaître que de permet nous. Et mon bien sagrin jusqu'à aujourd'hui, moi pas connaître même comment mon sorti dans mon sagos. Il fait à nous sortir par force, et mon bien sagrin. Et mon lame collé tous les jours, mon mazine, qui mon bizarre retourne dans mon île. Mon dit à mon bizarre retourne dans mon île que de mener. Et mon bizarre almo là-bas. Et que mon grands-parents fin enterrés dans l'endroit que nous prenons naissance et dans nos îles natales. Avec ce gros plan de cinéma à la fin, enfin, c'est presque comme si voilà, vous avez... C'est très fort aussi ce plan et la force de ce qu'il y a à la fin. Tous les trois, vous connaissez bien du coup cette histoire pour des raisons différentes. Peut-être, on peut dire en 2 mots, peut-être Philippe Sands. Je pense que beaucoup de gens en France ici découvrent la question des Chagos, tout le monde n'a pas lu le livre. Expliquez-nous vraiment très rapidement de quoi il s'agit. Ça fait partie de ces scandales de droit international en fait, qui sont très peu connus et qui sont pourtant défendus tous les jours quasiment devant les cours internationales de justice ou la CPI. C'est un scandale très britannique, c'est l'histoire du colonialisme. Moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire avant 2010, quand le Premier ministre de l'île Maurice me demande de commencer une affaire contre
le Royaume-Uni, un petit mot là, c'est une grande différence entre la France et l'Angleterre. Je suis de double nationalité. Un avocat anglais peut agir contre le Royaume-Uni. Un avocat français ne peut pas agir contre la France. Moi, je l'ai fait en 1995. J'ai agi contre la France dans l'affaire des essais nucléaires quand M. Chirac a recommencé. Et je me souviens, le juge français, M. Gilbert Guillaume, m'a dit « Un Français ne plaide jamais contre son propre pays ». Bon, ça ne marche pas comme ça en Angleterre. La loi l'interdit ou c'est... Si on est universitaire, la loi dit tu es dans le service public, tu peux donc pas... C'est de la merde, c'est ridicule. C'est ridicule. Alors en Angleterre, on n'a aucun problème de plaider contre son propre pays, ni contre l'Angleterre, franchement, ni contre la France. Et là, c'était une histoire de décolonisation. Quand le Royaume-Uni a donné l'indépendance à l'île Maurice, ils ont décidé on va vous donner l'indépendance, mais on veut garder quelques îles pour donner une base militaire aux Américains. Et les Mauriciens, ils n'avaient pas le pouvoir, ils ont accepté, en parenthèse. Et 50 ans plus tard, ils ont dit on veut reprendre nos îles. Parce que, entre-temps, entre 68 et 73, les Britanniques ont enlevé la totalité de la population. Et ils ont emmené ailleurs. Alors, en fait, on a tenté cette affaire. En 2019, la Cour internationale de justice a donné son avis que c'était illégal. Et depuis, entre 2022 et 2024, le Royaume-Uni et l'île Maurice négocient un accord. Cet accord est maintenant accepté. Le nouveau problème, c'est M. Trump. Parce que les Britanniques ne veulent pas signer l'accord qui est complété avant que M. Trump dise « ça va ». Alors tout le monde attend maintenant, et Lisby, avec qui j'ai parlé hier, attendent maintenant la décision, si ou non, est-ce qu'ils vont retourner. Agnès de Sarthe, en traduisant ce livre, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Quelle réflexion ce livre a déclenché chez vous, soit en tant que citoyenne, soit en tant qu'écrivaine? La première réaction, c'était en fait de voir ce témoignage. Et à chaque fois que je le vois, ça me bouleverse complètement. Parce qu'en plus, il y a une espèce de crescendo. Elle commence, elle explique calmement la situation et l'émotion monte et l'envahit et la déborde. Et c'est absolument pas prémédité, puisqu'elle n'a pas écrit son texte, puisqu'elle ne sait pas lire. Donc, c'est vraiment une parole qui jaillit d'elle comme ça. Et donc, j'avais pendant toute la traduction, j'avais en arrière-plan le parler de Lisby, son intensité, son espoir, son combat, et aussi cette femme toute petite qui a peu de moyens finalement pour défendre cette cause immense et qui concerne toute une population. Et le fait que ce soit plaidé dans une cour internationale avec un avocat qui prend en charge toute cette histoire-là et qui est face à d'autres, à des juges, et il faut justifier, et ça prend un temps incroyable. Donc j'ai appris énormément de choses sur la manière dont le droit international fonctionnait, parce que ça, c'est très hermétique pour nombre d'entre nous. Et de voir la lenteur, parce que c'est retoqué, ça repasse, ça repart. Il y a un petit truc qui ne correspond pas à l'alinéa 18 du paragraphe temps, et donc c'est reparti. Mais la combativité à la fois de ces personnes et de Philippe en tant qu'avocat et de toute son équipe, c'était comment dire, ça donnait un sentiment en même temps, bien que tout ça soit difficile et lent, il faut pas lâcher, il faut continuer et franchir les étapes une à une. Et donc c'était ça que j'avais en tête. Et aussi ce qui était très particulier, c'était que c'était à la fois un livre très, comment on peut dire, très informé, très technique sur le fonctionnement de ces institutions qu'on connaît trop mal. Et en même temps, il y avait la voix de quelqu'un de très impertinent qu'on a vu aujourd'hui en action. Et ça crée un mélange
très particulier que j'ai pas trouvé dans beaucoup d'autres livres. Vous y avez rajouté votre impertinence. Ah non, moi j'ajoute rien. Quand je traduis, je suis absente de moi-même. Je suis une technicienne. Je suis un porte-parole. Scholastique Mukasanga, peut-être petite question et puis ensuite on va passer la parole puisqu'on est le moment des questions dans 4 minutes. Vous l'avez lu ce livre, La dernière colonie? Oui, c'est-à-dire à quoi il fait écho? Il fait écho à Inyenzi. C'est Inyenzi tout à fait, 100%. Le combat de Lesbi pour retrouver son île, c'est le combat de tous les exilés au fait. La brutalité avec laquelle ils ont été jetés du jour au lendemain de chez eux, c'est Inyenzi, c'est ce qui s'est passé. Je regarde les images de petites filles, on est dans un champ, je suis derrière, ma mère est penchée sur sa houe, je trottinais derrière avec mon petit pot à lait, et tout d'un coup on entend des bruits, une brutalité, mais comme un bruit des seins d'abeilles. Et tout d'un coup, c'est le rythme. C'est le rythme. Ma mère jette la roue, m'invite dans son dos. On traverse la piste, l'école primaire où étaient mes grands frères et mes grandes sœurs, c'était en face, de l'autre côté de la piste. C'est la piste, parce que quand vous vivez des choses d'une brutalité inouïe, vous n'avez plus d'âge. Je n'avais pas l'âge de fixer les images, mais ça vous n'avez plus d'âge. Vous sautez. C'est comme ça peut-être que j'ai eu la mémoire de reproduire tout et de rendre vraiment tout ce que ma mémoire avait emmagasiné. Et on est très vite là. Donc il y a beaucoup de gens sur la piste. Il y a des enfants qui pleurent. Il y a des femmes qui sont complètement perdues. Il y a des hommes qui sont impuissants. Et très rapidement, on est canalisé dans la mission de Ngomra, dans les classes. On n'a rien, on est parti sans rien. J'avais que mon petit pot à lait et la casserole que mon père avait achetée avec des colporteurs de Tanzanie, qu'on appelait les safriandés, c'est-à-dire la casserole au long cou. C'est tout ce que... Parce que c'est là où ma mère mettait ma provision pendant la journée où elle était au champ. On est parti, rien. On est resté dans cette émission très rapidement. Je ne sais pas combien de temps. On était là, tous comme des animaux, entassés dans les salles de classe, parce qu'autour de la mission catholique, parce que le Rwanda a été très christianisé, plus peut-être que colonisé, mais là, on n'allait pas sans l'autre. Et ce qui m'a marqué, c'est là, un beau jour, un soir, à la tombée de la nuit, on a vu des camions, on voyait rarement des véhicules, tout phare allumé, brutalement, il faut vous entasser dans les camions, comme des chèvres, j'ai toujours dit, comme des chèvres, on nous a embarqués, la destination c'est Nyamata, et moi, les images que j'ai gardées de la petite fille que j'étais, on nous a débarqué dans la cour d'une salle de cours primaire, comment on débarque les camions, plutôt les pierres pour un chantier. On a surélevé le truc et on a déversé dans la cour. Moi, je me rappelle, assise en tailleur, toute la poussière qui montait, je ne voyais rien et plus tard, j'ai senti une main, c'était la main de ma mère. Le combat de Lesbi pour retrouver son île et son peuple aussi, son combat, c'est ce que nous avons espéré longtemps à Nyamata, jusqu'à ce que nous avons abandonné l'idée que nous retournerons au Rwanda, parce que Nyamata, c'était pas le Rwanda. Voilà, l'histoire de Lesbi, c'est mon histoire. Merci. On a 2 solutions. On va peut-être montrer l'extrait quand même qu'Agnès avait sélectionné, parce qu'on avait demandé à tout le monde un extrait représentatif de son travail et Agnès avait fait un choix. Donc on va peut-être regarder ça. Si ça vous va. Je préviens que c'est très très différent de tout ce qu'on a. Oui, mais ça vous permet de parler de comment vous travaillez. Vous allez nous parler du lien et pendant qu'on regarde cet extrait, vous réfléchissez aux questions et on les pose juste après. Ok, donc c'est un extrait à la fois du Bonheur d'Agnès Varda.
1965, et un autre du Grand Amour de Pierre Hété en 1968. Donc la demande, c'était un film ou des films représentatifs de votre travail en tant qu'écrivain. Et c'est ça que nous a envoyé Agnès de Sarthe. On regarde. Voilà. Ne pense pas à ça, voyons. Ah. Réfléchis une minute. Oui. Quel âge as-tu? 38. Et Agnès? 18. Et dans 10 ans, quel âge tu auras? 48. Et Agnès? 28. Et à ce moment-là, tu es sûr que tu ne la trouveras pas un peu trop vieille pour toi? Oh. Moi, cette nuance-là, je trouve que ça me convient. Corrida. Assez foncé, parce que plus pâle, on me donne un air maladif. Et vous, qu'est-ce que vous mettez? Non, moi, j'en ai pas. Allô? Bonjour, monsieur. C'est monsieur Bourget. Il n'est pas là, monsieur. C'est cela. Demain matin. Au revoir, monsieur. Dites donc, vous avez vu le patron? Il a l'air gracieux aujourd'hui. Si seulement j'avais 10 ans de moins. Alors avant qu'on passe aux questions, Agnès de Sarthe, pourquoi ces films et pourquoi, quel lien avec notre discussion du jour? Ouais, voilà, c'est un peu surprenant comme choix, mais donc je vais essayer d'être rapide parce que je sais qu'on n'a plus de temps. Le premier film, c'est Le Bonheur d'Agnès Varda, et je pense que tout est dit déjà dans le titre. Je voudrais aussi dire que ce qui unit ces deux films à mon travail, c'est l'humour. Donc pour moi, c'est une chose très importante et c'est un des vecteurs pour moi de transmission, quel que soit le sujet dont on parle. Et donc, dans le premier extrait, ce qui me frappe dans ce film d'Agnès Varda, Le Bonheur, bon, outre ce qu'on voit tout de suite, c'est-à-dire la force du montage, de l'imagination, là c'est un passage sur le désir, et on sent tout de suite l'électricité dans l'air entre les personnages, avec juste les petits inserts sur les objets. On regarde tout, on sait ce qui va se passer, on sait qu'il va se passer quelque chose, etc. Et je trouve que c'est une économie de moyens incroyable pour montrer ça. Et en fait, j'ai choisi ce film parce que Le Bonheur, elle décide d'écrire un film là-dessus, et c'est une des choses les plus difficiles à aborder. Et je crois aussi que c'est une des choses les plus difficiles à vivre. Et j'ai l'impression, moi souvent quand je réfléchis, parce que je me dis, moi le mal, le malheur, la douleur, etc., je trouve ça très, très déchiffrable. C'est très facile de faire mal à quelqu'un, il n'y a même rien de plus facile. Alors que faire du bien à quelqu'un, très difficile. On peut être maladroit, on peut faire une erreur, c'est très compliqué de faire le bien. Faire le mal, et pareil, la pulsion de faire du mal, on la sent, on la voit sans arrêt, alors que la pulsion de faire du bien, pourtant on dit toujours le bien et le mal. Alors moi, bêtement, je me dis, alors ça doit être symétrique. Donc il y a le malheur et puis il y a le bonheur. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un ami très cher. C'était l'été. Et cet ami me disait, regarde, c'est génial, j'ai tout ce que je veux, mes enfants, ils sont géniaux, mon métier, il est extraordinaire, ma femme, elle est incroyable.
Mais je me dis, peut-être il faudrait que qu'il se passe quelque chose là, parce que... Et j'ai dit à cette amie, écoute, t'inquiète pas, la vie se charge toujours pour les crasses, c'est bon, elle est là. Et en fait, c'était 1 mois avant le 11 septembre. Et donc, quand il y a eu les tours qui sont tombés par terre, j'ai pensé très fort à cette amie qui était à New York à ce moment-là. Et je me suis dit, effectivement, le bonheur ne dure pas. Et donc, écrire sur le bonheur, je trouvais que c'était très, très fort. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai ce moment sur le désir, parce que pour moi, il y a un lien très fort entre la violence et la libido. Donc là, c'est un moment de désir très fort. Et bon, voyez ce film, c'est un film absolument incroyable. Et moi, j'ai très souvent l'impression que les gens se mettent à faire n'importe quoi parce que quand c'est des périodes où finalement ça se passe bien, etc., en fait, on s'ennuie un peu. Et on se dit, on a une libido qui est un peu il faudrait un peu d'action là. Et parfois, l'action, ça passe par tuer des gens. Donc voilà, il faut faire attention, il faut bien gérer sa libido. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est mon conseil de la journée. Et l'autre film, c'était un lien avec beaucoup de choses que j'ai senties dans l'écriture de Scholastique. Mais c'est aussi des combats qui sont très chers à Philippe, donc ça, j'en suis très consciente. C'est le statut de la femme et de la femme comme objet sexuel. Et dans Julienne, je veux dire, c'est absolument bouleversant à quel point cette destinée de jeune fille est fracassée par le fait que... par le fait qu'elle est une proie et par le fait qu'une fille, une fois qu'elle a perdu sa virginité par le viol, en plus, donc elle n'est pas responsable, elle est foutue. Elle est déjà... Une des armes et là, on est dans l'impunité. Ouais, une des armes des génocidaires, écrit Scholastique, Mouka Sanga. Voilà, c'est ça. Et je me disais, tiens, comment est-ce qu'on pourrait illustrer ça qui est une tragédie, et ça me fait beaucoup rire parce qu'en ce moment, on entend beaucoup « Oh, il y en a marre avec les femmes et MeToo, elles font chier, elles en ont jamais assez, etc. » Mais voilà, je trouve que cette scène qui a été écrite par Pierre Etex dans les années 60, elle est très actuelle, et je trouve que pareil, là, c'est une économie de moyens incroyable de dire « Ah, si j'avais 10 ans de moins, ben voilà ce que ça donne si tu as 10 ans de moins, mec. » Donc voilà. Ouais. Et tous les lieux où il y a des crimes de guerre sont aussi des lieux où il y a des crimes sexuels. Ouais, voilà. La femme paye toujours au double et tribu. Hein. Voilà. Alors, on va vous passer la parole pour 20 minutes de questions. Alors, peut-être on va prendre deux ou trois à chaque fois, et puis comme ça, on va... Soyez bref, si vous pouvez, dans les questions. Cette personne-là devant voulait poser une question. Merci beaucoup de la qualité de vos interventions. J'ai l'impression que vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire un tombeau pour vos morts, un tombeau de papier. C'est très paradoxal pour moi parce qu'il me semble qu'il y a deux natures de silence. Le silence des morts qu'on a pu enterrer correctement et le silence des mal morts, comme on pourrait dire les mal nés, pour lesquels il faut éviter qu'ils deviennent des fantômes. Et c'est là où les paroles multiples me semblent importantes. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que toute la question, c'est comment. Et que la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, en droit, le juriste dirait, il y a une procédure pour prendre la parole. La procédure, elle est écrite, elle est orale, mais il y a un cadrage, précisément pour éviter le n'importe quoi, de tout le monde parle dans n'importe comment. On ne prend pas la parole n'importe comment en droit. Et là, dans le champ de l'art, et c'est peut-être ça qui fait sa force, il n'y a pas de comment. Heureusement. Et il faut des paroles multiples, la vôtre, celle des victimes, celle de la génération d'après, celle des journalistes, celle des juristes. Et on a l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on va arriver à recoudre le linceul des morts pour avoir un vrai silence qui leur permette de dormir, quoi. Alors ma question, elle est sur le langage. Je me suis retrouvée, je vais faire bref, à gérer les archives du film de Sam Ben, Le Cantiaroy. Et Sam Ben est un romancier et cinéaste qui n'a cessé d'hésiter entre le roman et le film. Et sa particularité, c'est qu'il a toujours voulu faire des films dans les langues africaines. Et je voulais savoir, madame, ce que vous pensez, dans le cas du Rwanda, du fait que les nouveaux dirigeants, qui ont eu un mérite en termes de pacification indéniable et qui justement ont mis en place des procédures
pour faire en sorte que la parole du génocide soit cadrée, ces mêmes autorités ont imposé le passage à l'anglais comme langue officielle du Rwanda. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, est-ce que ça a un effet dans la manière de raconter ce génocide? J'ai failli être spontanée, dire que ça c'est un détail qui n'a pas vraiment... qui n'a rien à voir avec le thème même de l'impunité. Quelque part, peut-être, je ne sais pas comment vous répondre. Moi, ce que je sais, c'est que dans ce génocide du Rwanda, il y a eu la mise à l'écart d'une population. Il y avait, comme le Rwanda, c'était un ghetto. Le Rwanda, personne. C'est pour cela que mes livres qui sont traduits aujourd'hui énormément, en plus d'une vingtaine de langues aujourd'hui, je viens même d'avoir la traduction iranienne. J'allais dire même une traduction sauvage parce qu'on ne savait pas, ni mon éditeur également, ni moi, on a vu le livre. Bon, ceci dit, ça permet, cette traduction, je me réjouis que j'ai pu faire quelque chose pour contribuer à la construction du Rwanda par la littérature, parce que ça permet de faire connaître ce petit pays qui n'était pas, qu'on avait mis dans l'ombre. Au Rwanda, on montrait ce qu'on voulait montrer. Je me rappelle, ma mère, spontanément, elle disait, le Rwanda, c'est le monde entier. Et même moi, dans les écoles, qu'est-ce qu'on connaissait d'autre? On connaissait que le pape et le roi de Belgique. On ne connaissait rien d'autre. Ça s'arrêtait là. Donc, aujourd'hui, moi, c'est que pour répondre vraiment à votre question, que je n'oublie pas, sur le fait que le Rwanda a mis en avant l'anglais. L'anglais, que je ne parlerai pas d'ailleurs, et que j'ai en commun en blocage. Parce que c'est une langue qui n'était pas du tout encouragée dans mes années 70 de lycée, parce que c'était une langue de Mohamed, c'était une langue, c'était pas une langue potable, c'était pas une bonne langue à parler, c'était pas catholique. Et il fallait apprendre que le français. Et d'ailleurs, dans mon époque, les enseignants étaient que des Belges. Parce que c'était au lendemain de la prise des reines, et donc après la colonisation, mais il fallait le temps pour former des enseignants rwandais. Donc, jusque dans les années 80, c'était que des écoles secondaires étaient tenues par des Belges. Mais je crois que je le dis dans Notre-Dame et d'Inil, le prof de français devait toujours être en français. En Belge, ne nous enseignait pas le français. Donc, quand le Rwanda, les nouvelles autorités ont pris justement la responsabilité de relever le pays, bien sûr que la deuxième langue, parce que nous avons une langue nationale, vous savez, nous parlons tous Kinyarwanda. C'est d'ailleurs ce qui nous a sauvés, parce que c'est grâce à cette langue qu'on a pu construire la réconciliation. Autrement, ça aurait été compliqué. On parlait le même, le bourreau et la victime parlaient le même langage. Donc, l'anglais est arrivé dans le sens que justement ceux qui visitent le Rwanda aujourd'hui, à mon sens, moi je suis vraiment favorable à ce qu'on a mis l'anglais aussi sur le programme scolaire. Et que l'anglais, même aujourd'hui, encore reste la première langue, mais ça devient à égalité. La preuve, aujourd'hui, la secrétaire générale de la francophonie, c'est une Rwandaise, c'est Louise Mushikiwabo. Depuis 2000 ou 2021, je crois. Elle est à son deuxième mandat. Et donc, aujourd'hui, ceux qui visitent le Rwanda, Philippe vient de rentrer il y a 2 mois, vous avez vu, c'est impressionnant. Un pays où il y avait, au lendemain du génocide, au mois de juillet, il n'y avait que des cadavres partout. Pas des cadavres d'ailleurs en entier, des morceaux. Bon, bref. Et aujourd'hui, impressionnant. Kigali, c'est vraiment, n'a rien à envoyer. Je la compare souvent à des villes, à des grandes villes, comme je suis normande, et que la capitale de la Normandie, c'est Rouen. Kigali, je crois que même,
Ça se discute. Peut-être que même c'est beaucoup plus développé que Rwanda. Donc, c'est-à-dire que le Rwanda, les nouvelles autorités ont voulu s'inscrire dans la communauté internationale, vraiment prendre la place sur le marché de la communauté internationale. Ça n'a rien à voir de dire que parce que les autorités, ceux qui tiennent justement la majorité des autorités aujourd'hui, peut-être ce sont des gens qui viennent de l'Ouganda, qui étaient anglophones. Non, ça n'a rien à voir. Parce que les premières années, il y avait à l'université de Butare, on n'avait qu'une seule université nationale. Il y a première année, on l'appelait l'année blanche. Les francophones apprenaient l'anglais et vice-versa, et les anglais apprenaient le français. Après, il est vrai qu'avec quand même le froid qui a régné longtemps entre les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, pour une action quand même, on le sait, une action de la politique française au Rwanda, dans le génocide de Tutsi au Rwanda, il y a eu un moment, l'interruption des relations diplomatiques. Je me rappelle, j'étais à mon bureau à Villers-le-Bocage, à la campagne. C'était en 2010, je crois. Et on arrête, donc l'ambassade du Rwanda à Paris a fermé ses portes, et vice-versa, au Rwanda aussi, l'ambassade de France a fermé ses portes. Mais ça a été peut-être un déclic, mais en même temps, l'anglais, c'était aussi, surtout dans un objectif de donner plus de chance à nos enfants. Plus on parle de langue, il n'y a pas une langue qui est mieux que l'autre. Moi, je suis francophone, et très francophone. Alors là, je vous l'ai dit, le français m'a sauvée, et je ne suis pas ingrate. Je reconnais que je lui veux vraiment de ne pas être devenue folle, parce que j'aurais pu devenir folle si je n'avais pas pu écrire. Donc, ça n'a pas de concurrence aujourd'hui. Vous allez au Rwanda aujourd'hui, Philippe peut vous le dire, on parle le français autant qu'on parle l'anglais. Mais il n'y a pas de guerre entre les deux langues. Il y avait un autre aspect aussi qui était très intéressant. En fait, je ne connais pas exactement pourquoi cette décision a été prise. On était invité par l'ambassade de la France et de l'Allemagne. Quand on est allé, c'était fabuleux. Et l'ambassadeur était très reconnaissant de l'histoire du rôle de la France en 1994, qui n'est pas un rôle glorieux. Et il y a, comme tu as dit, Scholastique, une relation avec le changement de langue, avec ce qui s'est passé en 1994. Et là, il y a un lien, moi je trouve ça assez rigolo, mais c'est aussi, il y a un autre aspect, avec mon livre Retour à Lemberg. Quand le livre a été publié en France, en 2017, il a gagné un prix, le prix du Quai d'Orsay, ou je ne sais pas quoi, livre politique, blablabla. On est allé au Quai d'Orsay pour recevoir ce prix. J'étais bien sûr ravi. Et à un certain moment, après le prix a été livré, on a fait des petits discours, le président du jury est venu envers moi et il m'a dit « Oui, félicitations Philippe, c'était presque à l'unanimité. » Il y avait un qui a voté contre. Pas parce qu'il n'aimait pas votre livre, mais il avait absolument marre de parler partout dans le monde du génocide. Et ce monsieur, c'était Hubert Védrine. Ils ne sont pas très étonnés. Voilà. Voilà. Alors en fait, il y a un lien avec l'impunité. Ces questions de langage. Non, ça, vraiment, je ne peux pas, je ne l'ai jamais dit publiquement, mais là, tu m'as provoqué là. Parce que ce n'était pas le moment. Moi, vraiment, je cherche la paix. Par rapport à ce que disait Agnès, qu'on cherche toujours à faire le mal, j'ai tellement mariné dans le mal que je cherche toujours à faire le bien. Tellement j'ai été écartée du bien, moi je le cherche partout. Et je suis devenue optimiste, mais pas naïve. Mais tellement ça a été négatif. Alors, ce jour,
C'était le 7 novembre 2012. J'apprends que j'ai le Renaudot. Renaudot, le premier roman d'un continent noir, dans une collection qui n'est pas... Bon, bref. Alors, tout le monde est content, tout le monde est danse, tout le monde m'invite. On m'invite à France Écriture, où justement, Hubert Védrine avait une émission les matins. J'arrive, c'était Olivier Poivre d'Arvor qui était directeur à cette époque. Il est content. Micro scolastique, oui. Ah ouais, il est content, il est très content. Merci J'étais dans mes bras. Moi, j'ai l'habitude de toujours de parler. Vous savez, j'ai appris à faire de l'animation directe avec la population rwandaise dans les collines. Je me mettais sur le hôtel sous un arbre, sur le hôtel, et je criais. Bon, bref. Et Monsieur Poivre d'Arvor se jetait dans mes bras. Je me rappelle pas, son collègue, tout le monde se lève pour me féliciter. Je suis toute petite, toute menue, toute complètement d'art. Je suis dans une dimension, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais ce qui m'arrive, c'est joyeux. C'est la première fois que quelque chose de joyeux m'arrive. Et là, je vais m'asseoir sur le canapé. Je devais être à la table ronde, avec Hubert Védrine. Et il est arrivé et on lui a dit voilà notre Renaudot scolastique, Mukasonga, franco-rwandaise. Je me lève poliment pour lui serrer la main. Il est parti. Il est parti, il n'est pas revenu jusqu'aujourd'hui. Non, c'est fort, mais on a enterré la hache de guerre parce que nous, on ne demandait pas mieux. Hein. C'est-à-dire que ça a traîné les relations apaisées entre la France et le Rwanda. Il y a d'abord Philippe Petit qui avait tenté de faire quelque chose. Donc, quand on m'a remis la médaille de chevalier des arts et des lettres, elle a voulu que ça se fasse à Kigali. Et là, je vais revenir sur votre langue française, l'anglais ou le français. Et là, je vous assure, les intellectuels au Rwanda, en fait, le français, c'est la langue d'intellectuels. Les intellectuels au Rwanda sont francophones. Allez à Mille-Collines, on ne parle que du français. Alors, donc, après, il y a eu Sarkozy qui est parti en 2010. Qui était parti, c'était le 25 février. Et c'était le premier président français qui se rendait sur le territoire rwandais. Sachant qu'auparavant, en 1995, lors d'un sommet franco-africain, le président d'alors, un journaliste lui posait la question, mais qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Pourquoi j'ai cru qu'entendre que vous avez parlé de génocide? Et ce président d'alors, il avait répondu, vous savez, un génocide ou des génocides, dans ces pays où on a toujours tué, les massacres, ce n'est pas nouveau. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas nommé qui que ce soit. Alors, Sarkozy, en 2010, cette année, il a reconnu l'aveuglement de la communauté internationale. Oui, il est rentré. Aveuglement. Bon, aveuglement ou fermer les yeux pour ne rien voir. Mais là, les relations vraiment entre la France et le Rwanda se sont nettement améliorées. C'est le président Emmanuel Macron, le 27 mai 2021. Il voulait d'ailleurs m'embarquer dans son avion. J'ai dit non, je ne vais pas demander pardon à moi-même. Non. Je vais bien, je suis française et rwandaise, mais là, c'est une situation qui est un peu délicate. Et là, il a déroulé le tapis rouge, vraiment. Il a dit les mots qu'on attendait. Il a dit, au nom de l'État français, je viens reconnaître les responsabilités lourdes et accablantes de l'État français dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Et on peut dire que le travail historique sur la responsabilité de la France reste à faire et qu'il y a encore beaucoup d'archives à aller regarder. On a 5 minutes, donc monsieur, vous voulez poser une question Je vais la poser vite alors. Ouais, allez-y.
Mais la transition est toute trouvée parce que ma question, c'était sur les différentes formes de récits. Le thème de la journée, c'est récit pour défier l'impunité. Il y a le récit de fiction, et moi j'ai beaucoup aimé la formule d'Agnès de Sarthe sur la fiction qui permet aux muets d'être entendus par les sourds. Il y a le récit des historiens. Et je me rappelle de Vincent Duclerc, écrivant dans Le Monde. Vincent Duclerc, c'est le président de la commission d'historiens qui a travaillé sur la responsabilité de la France, donc la transition, qui écrivait dans Le Monde que la justice n'a pas encore pu parler de cet aspect-là de la responsabilité de la France, mais les historiens l'ont fait, et le récit des historiens vaut un arrêt de justice. Donc il y a les récits de fiction et les récits de non-fiction, et il y a la troisième catégorie de récits, et ma question est plus pour l'avocat, le récit judiciaire, le récit qui émane du procès. Est-ce que, quand on a des récits de fiction qui aident à dépasser ce qui s'est passé, à comprendre et à mettre des mots, le récit des historiens, il y a encore un intérêt, une valeur ajoutée au récit de la justice, au passage de la justice à la nécessité pour une cour, un tribunal, de dire ce qui s'est passé et de produire sa propre narration. Ma question s'adresse bien sûr d'abord à l'avocat, mais je pense que l'avis des auteurs de fiction m'intéresse aussi. Allez, ce sera la discussion de la fin, puisqu'on est à 3-4 minutes. C'est des choses différentes, mais c'est des choses qui sont fortement liées. Dans les plaidoiries devant la Cour internationale de justice, j'introduis souvent de la fiction. 1 ou 2 lignes, simplement pour mettre l'accent et pour ouvrir l'imagination des juges. Les juges sont des êtres humains. Les récits des historiens, bien sûr, ça joue un rôle très important. Et les archives, ça joue un rôle très important. Mais finalement, ce qu'on a avec un jugement, c'est une qualité spéciale qui permet à la communauté à qui le jugement est adressé à dire voilà, c'est la vérité. Et c'est sur ce base, en principe, qu'on va procéder. Mais comme on le sait très bien, la réalité de la chose, c'est que ça ne marche pas comme ça. Même avec un jugement. Même avec un jugement d'un tribunal d'Arusha sur le Rwanda ou de Nuremberg sur les nazis ou sur l'ex-Yougoslavie. Et je le vois avec l'ex-Yougoslavie. On a plein de jugements du tribunal pénal de l'ex-Yougoslavie envers les Bosniaques, envers les Serbes, envers les Croates. Et si la communauté ne veut pas accepter un jugement, elle ne va pas l'accepter. Alors finalement, il y a un jeu qui se joue entre ces récits différents. Et là, si j'arrive au point où je prépare mon nouveau livre qui va paraître cette année, quand je pense à votre question, et je me pose la question du poids et la valeur des récits différents, les commissions sur la justice au Chili, les jugements des cours suprêmes et des tribunaux du Chili, et les écrits de Bolaño, de Alia Trabuco, de Zambra, de Neruda, et de tous ces gens, où ce que moi je mettrais l'accent, c'est sur la littérature. C'est la littérature, à mon avis, dans cet exemple spécifique, qui joue le rôle clé. Et ça, c'est la découverte pour moi, rentrer dans cette histoire depuis 10 ans de Pinochet et du Chili. Alors, c'est pas de dire que les autres n'ont pas une valeur, mais il y a un jeu entre ces formats différents. Ils ne sont pas séparés, ils sont liés, et il y a des conséquences de chaque. Mais finalement, si je dois choisir, ça c'est complexe comme question, mais si je dois choisir de façon binaire entre un ou l'autre, un jugement d'un tribunal ou un livre de non-fiction, moi, je choisis le livre de non-fiction. Dit l'avocat international. Agnès de Sarthe, peut-être les mots de la fin. Justement, on est quoi à ce qu'a dit ici tout à l'heure, cette discussion sur la langue, et puis aussi la question qui a été posée. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour finir cette discussion ?
C'est difficile d'intervenir après. On a envie de garder ça comme mot de la fin, hein. Mais en même temps, je suis obligée, en tant qu'écrivain, de défendre. Ouais, voilà. Moi, défendez le droit. Mais parce que défendez le droit. Comme j'ai eu la chance de traduire un livre où j'ai fait connaissance avec le droit international, ce qui était complètement obscur pour moi. D'abord, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de théâtre et de littérature là-dedans, parce que c'est des armes qu'utilisent énormément les avocats, les juges, donc ça infuse partout. Le théâtre et la littérature, ils sont aussi présents dans les cours de justice et dans les cours de justice internationale, mais il est bien sûr indispensable pour que les réconciliations puissent avoir lieu, qu'il y ait que ce soit statué. Et ça, la littérature ne peut pas le faire et ne doit pas le faire, et les individus ne doivent pas le faire. Il est très important que ce soit la communauté, et la communauté représentée par les instances, les instances juridiques, qui fassent ce travail. Parce que là, c'est très important, parce qu'on est dans une époque un peu chaotique, avec des envies barbares qui remontent pas mal, avec beaucoup de gens qui ont envie de faire leur justice eux-mêmes, de s'armer, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment garder cette idée que la justice, il y a un lieu pour ça, et c'est là que ça se passe. Et après, entre individus, on se serre la main, et on s'embrasse, et on discute, et on écrit des poèmes, etc. Mais donc c'est indispensable. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup à vous.